Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait d'un recueil de nouvelles de J.F. Morlaes, Quatre échos de l'indicible. Première nouvelle. Le Codex, 1458. Comissio Arcana. Je me nomme Marco Cornavo, archiviste du Consiglio dei Dieci, et il m'incombe de consigner cette affaire qui défie l'entendement. Dans les brumes de cet automne vénitien de l'an de grâce 1458, tandis que les galères rentrent chargées d'épices et de soieries d'Orient, je me suis attelé à reconstituer l'une des énigmes les plus troublantes de notre République sérénissime, la disparition simultanée de 16 membres de la haute aristocratie vénitienne lors d'une nuit de mai 1458. 5 ans après la chute de Constantinople. L'absence de réaction ou d'enquête concernant cette disparition énigmatique, outre le fait que cela me surprit au plus haut point, excita ma curiosité. Mon esprit pragmatique ne tolère pas l'ignorance et ne saurait se satisfaire d'une tiède ignorance pour ce qui, je ne le savais pas encore, pourrait se révéler être l'un des mystères les plus singuliers de l'humanité tout entière. J'entrepris, dans le secret, de mener mes propres investigations. Mes années passées dans les archives du Maggior Consiglio m'ont appris à déceler les motifs là où d'autres ne voient que chaos. Les registres financiers, ces livres de comptes que mes confrères négligent par ennui, recèlent souvent les vérités les plus explosives. En épluchant avec méthode les transactions de l'année écoulée, je découvris là une anomalie qui allait ébranler mes certitudes sur la nature même de notre commerce avec l'Orient. Le singulier Consorzio dei Libri d'Oriente avait versé à Giovanni Aldus, modeste relieur du Sestiere de Castello, une somme équivalente au budget annuel de l'arsenal, 3000 ducats d'or, une fortune capable d'acheter 2 galères de guerre ou de financer une expédition vers Alexandrie et les épices du Levant. Pour relier un simple livre. Dans notre République, où chaque sequin est pesé, sous-pesé, comptabilisé avec une précision d'orfèvre, une telle transaction aurait dû faire l'objet de multiples vérifications. Pourtant, les registres ne portaient aucune trace des contrôles habituels, aucune signature de censeur financier. L'omerta semblait régner en maître. Giovanni Aldus, je connaissais ce nom pour l'avoir croisé dans les registres de la Corporation des relieurs. Un artisan respecté, mais sans envergure particulière, héritier d'un atelier familial spécialisé dans les manuscrits byzantins. Depuis la chute de l'Empire Orient, nombre de réfugiés grecs avaient afflué dans nos lagunes, apportant leurs trésors littéraires sauvés des flammes. Ces hommes, aux yeux hantés par la perte de leur patrie millénaire, venaient frapper aux portes de nos ateliers, leurs précieux manuscrits serrés comme des nouveau-nés contre leur poitrine. Aldus s'était taillé une réputation dans ce commerce délicat, maîtrisant les techniques anciennes de reliure à la grecque, ces arts subtils transmis de maître à disciple depuis l'époque de Justinien. Son atelier, situé dans une ruelle obscure près de l'Arsenal, avait vu passer plusieurs codex de Constantinople. Désormais, l'étanchement de ma curiosité était devenu mon seul sacerdoce. Je résolus de m'y rendre pour interroger l'artisan sur cette transaction hors du commun. Ce que je découvris dépassa mes appréhensions les plus sombres. L'atelier de Giovanni Aldus n'existait plus. À la place, béait un amas de pierres et de poutres calcinées qu'aucun témoin ne pouvait expliquer. Les voisins parlaient d'un effondrement survenu dans la nuit, le lendemain des disparitions. Mais les décombres ne présentaient aucune trace d'incendie, aucune marque de violence. Les murs s'étaient écroulés, comme si l'édifice avait été aspiré par ses propres fondations. Nul n'en disait mot. Nul ne semblait s'en étonner, comme si ces ruines avaient toujours fait partie intégrante du paysage. Parmi les décombres, je ne trouvais qu'un seul indice. Un fragment de parchemin échappé à la destruction, portant une écriture inquiétante. Non pas par son contenu, quelques mots en grec ancien que je ne parvenais pas à déchiffrer, mais par sa nature même.
L'encre semblait bouger sous mon regard. Les lettres se reformaient selon des agencements qui échappaient à la logique. Je sus alors que cette enquête me mènerait vers des horizons interdits. Que Dieu me pardonne ma curiosité. Ma formation d'archiviste me dictait une méthode. Si les preuves matérielles manquaient, il fallait reconstituer les faits par les témoignages. Je dressais la liste des personnes qui avaient pu être en contact avec Aldus durant les semaines précédant la catastrophe. Cette démarche me conduisit vers des témoins dont les récits allaient transformer ma compréhension des événements. Le premier nom de ma liste était celui de Benedetto Sanudo, notaire réputé du quartier de San Polo, qui avait authentifié la transaction entre le consortium et Giovanni Aldus. Homme de loi méticuleux, Sanudo jouissait d'une réputation irréprochable dans les cercles marchands. Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur les circonstances de cette commande extraordinaire, c'était bien lui. Je le trouvais dans son bureau lambrissé de chêne, penché sur des actes de propriété qu'il rédigeait avec cette calligraphie parfaite qui faisait sa renommée. Sanudo était un homme de petite taille, aux cheveux grisonnants, peignés avec soin, qui portait la robe noire traditionnelle de sa profession. Ses yeux perçants, habitués à scruter les clauses les plus subtiles des contrats, me jaugèrent avec prudence quand je lui exposai l'objet de ma visite. « Messer Marco, dit-il, après avoir écouté avec attention, cette affaire Aldus me préoccupe, moi aussi, depuis des mois. Je n'ai jamais été confronté à des clients aussi singuliers que ces hommes du consortium. Que vouliez-vous dire? D'abord, leur manière de s'exprimer. Ils parlaient un grec parfait, mais avec des tournures archaïques que je n'avais entendues que dans les textes liturgiques les plus anciens. Et puis, leur connaissance de notre droit commercial était d'une précision troublante. Ces hommes maîtrisaient des subtilités juridiques que même nos juristes les plus savants ignorent. Sanudo se leva de son pupitre et se dirigea vers un coffre de fer forgé, où il conservait ses archives les plus précieuses. J'ai conservé une copie du contrat, bien que les originaux aient été remis à Aldus. Tenez, examinez donc cette pièce. Il me tendit un parchemin couvert d'une écriture serrée, rédigée dans le latin juridique habituel de nos contrats. Mais en marge de chaque clause, je remarquai des annotations composées dans un alphabet que je ne reconnaissais pas. Des caractères qui rappelaient le grec, mais avec des variantes qui leur donnaient un aspect troublant. Ces annotations, qui les a écrites? L'homme qui se présentait comme le représentant du consortium. Il prétendait s'appeler Jean Cantacuzénos, descendant des anciens despotes de Morée. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne mentait pas sur ses origines? Son érudition, Marco. Cet homme connaissait par cœur la généalogie de tous les empereurs depuis Constantin le Grand. Et puis, il y avait cette bague. Une bague? Un anneau d'or, massif, orné de l'aigle bicéphale. Mais pas n'importe lequel. Celui des paléologues, avec cette petite croix aux extrémités, des ailes que seuls les membres de la famille impériale avaient le droit de porter. J'ai eu l'occasion d'en avoir un semblable, lors d'une réception à l'ambassade byzantine, du temps où Constantinople existait encore. Benedetto se servit un verre de vin de Chypre. Ses mains tremblaient. Voilà, si cet extrait vous a plu, n'hésitez pas à vous procurer 4 échos de l'indicible, Miskatonic Archive, de Jean-François Morlaes. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.